Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, check-up complet de la santé du marché de l'immobilier au Maroc. Mais avant, voici l'édito. Je m'adresse à Fawzi Zmrani. En préparant cette émission, nous avons été confrontés à un refus de participation de la part de plusieurs acteurs parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement être autour de la même table que d'autres confrères. Pourquoi autant de divisions, voire d'animosité au sein de cette corporation touristique, Monsieur Zmrani? Malheureusement, le secteur il a cette particularité, c'est qu'il attise les égos des uns et des autres. Et on vient de traverser une période pleine de turbulences, juste avant le changement de bureau. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui un nouveau bureau à la CNT, avec un nouveau président qui ont été reconduits, bien sûr. Toute la période. Donc il n'y a pas eu réellement de changement finalement. Si, il y a eu des changements dans les instances qu'on a mis ensuite. Parce que de toutes les manières, il y avait les élections étaient ouvertes et en fait on a dû y aller contraint et forcé parce qu'il n'y avait personne qui devait y aller. Donc il faut bien que quelqu'un s'y colle à un moment ou à un autre. Il ne faut pas que les rats filent le bateau. On est en pleine période aujourd'hui de turbulence, donc il a fallu reprendre les choses et les reprendre en main et reconstituer une équipe et repartir sur de bons pieds. Que des gens ne veulent pas venir ou ne veulent pas croiser le fer, comme on voudrait le dire, ça se comprend. Tout simplement confronter d'autres confrères de la même profession, du même secteur. Ça se comprend, mais on le fait normalement au sein de nos instances. Il y a des gens qui ont préféré sortir des instances et aller ailleurs, et donc c'est quand même difficile de se voir. Si on veut se voir, il faut qu'on se voit au sein de la même famille, pas en extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous nous trouvez, nous, en face de vous aujourd'hui, puis peut-être que vous aurez les autres par la suite qui viendront vous voir. Non, mais là n'était pas ma question, Fawzi Zmrani, mais on le sent, il y a de véritables frictions, des tensions palpables entre les acteurs du secteur. C'est un constat que nous-mêmes, nous avons relevé en préparant cette émission, tout simplement. Et que nous, pourquoi autant de tensions? Pourquoi il n'y a pas, tout simplement, peut-être une union pour justement porter vos doléances vers le ministère, en l'occurrence? Vous avez entièrement raison et nous déplorons cette situation. Nous ne l'avons pas voulu, donc on souhaiterait que tous les gens se mettent autour de la table et qu'on puisse travailler ensemble. La CNT œuvre en ce sens et les portes sont toujours ouvertes pour qu'on puisse discuter, mais de façon constructive avec ces personnes-là. Très bien. Je me tourne vers Mehdi Michbal, rédacteur en chef à Tel Quel. Donc vous représentez le média qui a publié ce dossier, qui revient sur les dysfonctionnements, les couacs de ce secteur touristique, de cette vision 2020, avec quand même ce titre, 20 ans d'échecs. Que des échecs. Oui, mais c'est un titre qui reflète la réalité des choses. Et ce n'est pas un titre subjectif, on va dire. C'est basé sur des chiffres et sur un rapport qui a été conçu par un comité d'experts dont font partie Mme Wissad et Zmrani, avec d'autres professionnels du secteur. Je m'adresse à l'une des personnes, une des membres de ce COMEX. Alors, Mme Rarbaoui, pourquoi ce rapport est-il resté confidentiel? Parce qu'il est prêt depuis quelques mois. J'ai moi-même travaillé sur une émission qui devait se faire la saison dernière, qui n'a pas pu se faire parce que d'abord, je n'ai pas pu avoir accès à ce rapport. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'est pas vraiment... Alors, il est vrai que ce rapport, la genèse de cet exercice au départ a été de conclure ce rapport et ce travail, et ensuite de le partager avec les opérateurs, donc le secteur privé à travers la Confédération nationale du tourisme. Et ensuite... Et ça s'est fait quand ? Alors, il y a eu un comité de pilotage qui s'est fait au cours du début de l'été. Je crois que c'était au mois de juin, il me semble, ou au mois de juillet. Et ce rapport donc, a été partagé et il devait donner lieu à une réécriture d'une feuille de route ou d'une orientation stratégique ou d'une correction, on va dire, d'un cap à court-moyen terme pour que l'on puisse y faire adhérer aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés de manière à regarder tous dans le même sens. Mais pas l'opinion publique. L'opinion publique, oui, et par la suite. Il a fallu... Alors, c'est un rapport, Simchibal peut le confirmer, qui est extrêmement technique, très chiffré. Il n'est pas raisonnable de le partager en l'état avec l'opinion publique. Nous allons créer encore via plus les de médias, confusion. peut-être. Nous allons créer davantage... Oui, mais même via les médias, nous aurions créé davantage de confusion. Et il ne serait pas utile aujourd'hui de... Alors, pourquoi le diffuser aujourd'hui ?
Pourquoi avoir choisi aujourd'hui? Je ne prends pas la responsabilité de la diffusion de ce rapport, absolument pas, ni en mon nom personnel, ni au nom de la CNT, ni au nom du COMEX. Donc encore une fois, des divisions au sein de... Non, ce n'est pas une question de division, c'est une question de prise de responsabilité ou pas. Qui a pris cette responsabilité? Je l'ignore, madame. Ah, je l'ignore. Très bien. Ensuite, ce rapport-là, son objectif n'était pas de venir faire du voyeurisme sur ce qui va ou ce qui ne va pas, ou à qui la faute, ou de chercher un coupable. Le rôle de ce rapport était de mettre le point et de souligner les défaillances, les discordances, les manquements qui ont marqué la vision stratégique de l'industrie touristique sur les 15 dernières années et de proposer surtout des solutions, des réflexions constructives, objectives et efficaces que nous aurions dû, que nous allons rédiger avec le secteur privé pour pouvoir proposer au secteur public un projet commun que nous allons, je l'espère, nous formons le vœu de le porter tous ensemble pour les 3-5 prochaines années, de manière à pouvoir dépasser ces incompréhensions qui sont multiples et variées autour de ce secteur. On est au-delà des incompréhensions. Là, nous sommes vraiment dans des résultats qui ne sont pas très reluisants. Alors, justement, ce rapport, revenons à ce rapport. Parmi les chiffres qui ressortent de ce rapport, il y a ce chiffre de 20 milliards de dirhams évaporés que vous citiez tout à l'heure. Beaucoup de pertes d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrôle? Est-ce qu'on ne sait pas où cet argent est parti aujourd'hui? Alors, il est vrai que la vision de 2010 et celle de 2020 a fixé un certain nombre d'objectifs chiffrés avec beaucoup d'ambitions qui porteraient presque à croire que nous avions une vision romantique de l'industrie touristique. Et aujourd'hui, l'exercice a démontré la limite de ce chemin de pensée. D'abord parce que la vision, lorsqu'elle a été écrite en 2010, le Maroc manquait d'expérience dans le déploiement de visions stratégiques de grande envergure sur certains secteurs. Ensuite, parce que l'expertise locale n'existait pas, les grands opérateurs locaux marocains n'étaient pas encore comme ils le sont peut-être aujourd'hui, 15 ans plus tard. Il a été donc fait appel à des opérateurs internationaux qui, bien sûr, dès la première crise économique de 2008, ont montré la limite de leur capacité d'implication. Vous savez, une vision, elle a besoin de 3 ingrédients. D'abord, elle est faite pour donner une impulsion, pour donner un cap, pour donner une dynamique. Ensuite, elle a besoin d'un certain nombre d'ingrédients pour qu'elle fonctionne bien. L'un des ingrédients majeurs, c'est la mobilisation de tous, c'est l'adhésion et la compréhension. Alors, la compréhension, je pense que l'exercice a été très, très bien fait. La mobilisation, elle est discutable et l'adhésion, elle est tout aussi discutable. Parce que l'industrie touristique ne peut pas se faire toute seule dans des bureaux avec des visions. Aujourd'hui, les opérateurs économiques qui créent de l'emploi et payent des factures et des impôts chaque fin de mois ne veulent pas nécessairement rentrer dans la technicité des rapports d'experts et autres. Ils veulent savoir à la fin de ce mois comment ils vont payer leurs employés, comment ils vont payer leurs charges et leurs impôts. Est-ce que ce rapport a été présenté aux autorités de tutelle? Il devait l'être. Il devait l'être. Il y a un agenda qu'il va falloir il devait l'être il y a quelques mois. Il devait l'être cet été. Et puis, il devait l'être cet été. Ça n'a pas encore été fait. Ça devra se faire. Ça devra se faire pour pouvoir sortir justement avec une vision commune. Mais évidemment, je ne réponds pas des intentions non, mais des pouvoirs publics. Je voulais juste savoir, plutôt avoir la réaction. L'autorité publique a été sollicitée pour pouvoir justement partager ce travail-là de manière à ce qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Mohamed Lahlou, aujourd'hui, le secteur immobilier est-il en crise au Maroc? Bon, en fin de compte, j'aime pas parler de crise. Je préfère dire le marché est tendu. Donc, c'est pas comme aux États-Unis et en Espagne où il y avait le bulle et vraiment c'était la crise. Maintenant, tant que les choses ne sont pas les mêmes et c'est pas le même contexte, je préfère dire un marché tendu. Et je voudrais expliquer ici que le marché est tendu par 2 catégories de promoteurs. Il faut parler de promoteur privé et le promoteur public. Moi, je vais accentuer mon débat sur le promoteur privé. Il y a 2 catégories de promoteurs privés. Il y a le promoteur privé qui ne demande pas d'engagement bancaire. C'est lui qui finance par les fonds propres. Pour lui, c'est tranquille. Quand on discute avec lui, il dit « Moi, si je ne vends pas, je suis là, je suis tranquille. » Mais il reste le promoteur qui est financé par les banques. C'est la majorité. Bon,
Corrigez-moi si je me trompe, mais normalement, c'est la majorité des promoteurs immobiliers aujourd'hui au Maroc qui se font financer par les banques. Par les banques. On se pose la question, pourquoi ils ne vendent pas? On ne va pas rentrer dans le détail pour le moment, et je voudrais vous dire que le promoteur immobilier qui est financé par les banques, moi j'ai constaté qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il préfère payer des frais financiers supplémentaires. S'il fait des calculs, il paie des frais supplémentaires. Alors que si, peut-être, il baisse son prix, parce que quand même, les raisons des ventes, il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait débattre tout à l'heure. S'il baisse un peu le prix, il peut gagner de l'argent aussi. Mais malheureusement, on est là, le prix il est figé, et il n'y a même pas la concurrence qui joue. Et j'aimerais avant cela revenir juste sur ce qui a été dit, et notamment par rapport au terme crise, qui pour moi est un terme relatif lié à la période qui a précédé la période actuelle qu'on qualifie aujourd'hui de crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des années 2000, on a connu une période assez faste dans l'immobilier pour différentes raisons et pour une conjoncture d'un certain nombre de raisons qui a fait que l'immobilier a cru à une vitesse assez particulière. Certains ont parlé de bulle. Et aujourd'hui, en réalité, cette bulle n'a pas explosé. Elle ne fait que se dégonfler de manière assez lente, finalement, puisqu'on se rend compte que la croissance n'est plus aussi forte qu'elle ne l'a été, mais elle est toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, les chiffres sont toujours positifs. Donc, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une crise. C'est pour moi un réajustement du marché. Et en fonction des secteurs tels qu'on les a définis préalablement, on peut parler de segments qui sont un petit peu plus touchés par on va dire, ce ralentissement de la croissance que d'autres. Alors, prenons un exemple très précis qui finalement est celui de l'économique, qui représente 80% du marché, comme vous le savez. Aujourd'hui, il y avait un besoin sur l'économique de plus de 500 000 logements. L'ensemble des parties prenantes ont joué le jeu. Je parle ici de l'État qui a mis en place un contrat cadre afin de subventionner ce secteur-là. Je parle aussi des promoteurs qui ont construit près de 400 000 logements sur les 4 dernières années. Et on se rend compte que grâce à cette politique, finalement, on a construit beaucoup de logements qui se sont vite vendus. Donc, on a répondu à la demande d'une manière assez rapide. Et aujourd'hui, cette demande, tout simplement, elle s'est ralentie. Elle existe toujours. Et je rebondis sur un autre point qui est très important, c'est qu'au niveau des villes, il y a un problème qui est majeur, c'est la rareté du foncier. Le foncier mobilisable en vue de la réalisation, notamment des projets de logement. Ceci est dû notamment à un manque de vision de la part des autorités de tutelle. Je pense que la gestion du foncier ne se limite pas seulement à des actions ponctuelles, mais s'inscrivent dans politique, vous l'avez dit. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Éventuellement, cela nécessite une volonté politique, il faut le dire clairement. Mais ça veut dire qu'à chaque volonté politique, disons les choses telles qu'elles sont, à chaque nouveau ministre, il y a une volonté différente et donc finalement, nous n'avons pas de continuité dans les volontés politiques nous n'avons pas une vision claire sur la manière avec laquelle notre foncier devrait être géré et mobilisé. Et ça conduit à des fléaux qu'on peut constater, des villes entièrement défigurées qui ne répondent pas aux besoins à la fois de la population, mais également aux besoins des acteurs économiques et des investisseurs. Et parmi ces exemples, je vais citer l'étalement urbain qui est vraiment coûteux pour les collectivités territoriales. Il y a également, au vu du manque de foncier, on a créé partout des villes satellites sans pour autant prendre en considération les fondamentaux pour leur création, à savoir une activité économique au préalable, qui soit bien installée avant de réaliser de nouvelles villes. Et aussi pour ces nouvelles villes, il n'y a pas de dispositif adapté
en matière sur le plan réglementaire et législatif. D'ailleurs, toutes les villes sont aménagées en lotissement, ce qui est vraiment flagrant sur des grandes superficies de 2500, 3000 hectares. Et en fin de compte, on se retrouve avec une configuration. On a une configuration vraiment standard où on a des lots. On a des logements peut-être sociaux, moyens standing, gros standing. Et pour l'activité économique, justement, des fours et des hammams et des mosquées. Il suffit que les promoteurs immobiliers soient conscients du problème et ils doivent se mettre à table et bien sûr avec le ministère de tutelle. Essayez de revoir. D'ailleurs, il y a eu pas une conférence, il y a 2 mois, il y a eu un événement qui a été organisé par le ministère de l'Habitat. On avait discuté des problèmes, il y avait plusieurs ateliers et on avait évoqué certains problèmes. Actuellement, on a des recommandations. Je reviens au foncier qu'a dit. Le foncier, il existe au Maroc. Maintenant, il ne faut pas négliger que l'État a enrichi les gens. On a parlé des promoteurs avec la défiscalisation. En même temps, actuellement, elle a enrichi certaines personnes, certains particuliers avec le plan d'aménagement. Il a une villa qui coûtait 200 000 dirhams, il a acheté il y a 30 ans, maintenant il se trouve à 2 milliards. C'est un retraité, c'est des villas qui sont un peu délabrées, etc. Et il demande des prix exorbitants. On a des solutions. Lesquelles? Il y a la fiscalité. Il y a la taxe urbaine, une zone qui devient commerciale. C'est des gens qui ne paient pas, quand ils vendent, ils ne paient pas d'impôts. Ils sont défiscalisés. Ça, je peux dire, regrettable. Je ne toucherai pas les logements, les appartements deuxième main qui se vendent. Quelqu'un qui habite ou là, même une villa qui n'est pas zone commerciale, elle est toujours habitation, je ne le détaxe pas, il est exonéré. S'il habite pendant 6 ans, il ne paie pas d'impôts. Mais une maison, une villa ou un terrain, etc., il ne paie pas de... Non, le terrain, il paie la TPI. Mais je parle d'une villa qui est devenue zone immeuble. Il doit normalement payer une taxe qui, s'il ne vend pas et il habite, même s'il habite, il faut revoir la taxe d'habitation. Il faut revoir la TPI. Comme ça, les gens seront encouragés de vendre. Actuellement, ces personnes ne veulent pas vendre et demandent des prix exorbitants. On ne peut pas acheter un R+3... Je parle surtout de Casablanca à 25 000 dirhams, à 22 000 dirhams, à 20 000 dirhams. Ça ne doit pas dépasser 15 000 dirhams pour que justement le promoteur, il peut gagner de l'argent et il peut justement construire et construire. Parce que généralement, tous les plans d'aménagement, surtout de Casablanca, ils ne dépassent pas les R+3. C'est rare de trouver, à part la grande zone de... Mais pourquoi, justement, si on parle que le foncier coûte cher et que les terrains se raréfient en zone urbaine, je précise, pourquoi ne pas faire une évolution vers le vertical? On a déjà parlé de ça. Maintenant, il faut avoir peur, justement, si le vertical, on risque d'avoir des prix encore exorbitants. Ça ne tient pas la route, enfin, c'est pas logique. Non, il y a le propriétaire de villa. Il y a moins de terrain qui est utilisé pour construire un R+10. Des centaines et des centaines, Rêve Casablanca, des milliers. Ces conclusions sont-elles positives? Parce qu'il y a une évolution positive, mais sont-elles positives pour l'économie marocaine? Ils sont positifs forcément sur une partie de l'économie marocaine. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ce sont des smartphones qui sont importés. Tout ce matériel-là, il est importé. Donc sans valeur ajoutée réelle de la part des Marocains et pour le Maroc. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 99% des smartphones? C'est vraiment le service. Qu'est-ce qu'on offre comme service au niveau des citoyens? Et quand on parle de la répartition Internet, 70% d'accès à Internet, quelle est la répartition entre le rural et l'urbain? Parce qu'il faut absolument démocratiser justement l'accès à l'Internet. Il faut démocratiser tous ces équipements. Est-ce que nous avons des plateformes nationales numériques? Non, on n'a pas. Donc, c'est toutes ces questions. Donc, c'est comme si on dit on a peut-être une route, mais on n'a pas, de voiture pour rouler sur les routes. Vous faites allusion, quand vous dites plateforme, je vous interromps si vous le permettez, Madame Belrziz. Quand on parle de plateforme, on a bien créé des plateformes justement pour le numérique et le digital au Maroc. Je dirais les plateformes numériques de services. Comme on prend par exemple Jumia, qui a été créé par Orange il y a des années au niveau de l'Afrique et qui concurrence des plateformes internationales. On n'en a pas encore au Maroc. Donc c'est très bien ce qui a été fait. Et au niveau Maroc, rappelez-vous, on est précurseur dans la réforme de la téléphonie mobile dans les années 80.
Et là, nous commençons à prendre du retard sur le reste, donc sur en fait les services à l'usager. C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment les services à l'usager qu'on doit faire un effort pour développer. Plus, il faut continuer les réformes de télécom et l'infrastructure de télécom doit être encore plus puissante pour justement couvrir l'ensemble du territoire national. Vous évoquez ce point et justement c'était ma deuxième question à Hicham El Hadjoumri par rapport au niveau de satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui, votre agence prend en compte, en considération cet indicateur de satisfaction des clients par rapport aux services qui leur sont en tout cas proposés par les opérateurs télécoms? Je ferai réagir Khalid Ziani juste après. Par rapport à la satisfaction, en fait, les opérateurs ont des engagements au niveau de leur cahier de charge. Donc, ils ont des engagements précis par rapport à la qualité de service, donc au niveau des services qu'ils offrent. Et sur ces engagements, donc l'ANRT, justement, suit un peu le travail qui est fait par les opérateurs à travers des enquêtes que nous menons par rapport à la qualité de service, donc en termes de qualité de service et autres. Et sur l'ensemble des enquêtes que nous avons menées jusqu'à présent, donc par rapport aux engagements des opérateurs, les opérateurs respectent en fait ces engagements au niveau de la qualité de service. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des services qui sont avec des débits garantis, avec des débits qui sont garantis, et d'autres services qui sont plus d'ordre du best effort de l'opérateur qui offre le service. D'accord ? Donc, sur ces aspects-là, aujourd'hui, il y a un suivi qui est fait au niveau de l'agence. D'ailleurs, sur notre site web, il y a un suivi régulier des doléances des consommateurs qui sont suivis. Nous appartenons également à la plateforme Shikaya.ma pour suivre justement ces aspects de satisfaction du consommateur. Et jusqu'à présent, on a reçu des doléances, quelques-unes bien sûr, qui ont été traitées, résolues dans les délais qu'il fallait. Voilà. Très bien. Khalid Ziani, tout d'abord une réaction par rapport aux chiffres qui ont été annoncés par cette enquête de la NRT et puis également par rapport à cette qualité des services des télécoms au Maroc. Alors les chiffres en fait confirment plusieurs points. Le premier point, c'est la capacité des Marocains à adopter les nouvelles technologies. On voit très très bien, à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre ou un nouveau service, ils vont très très vite pour adopter ces nouvelles technologies, plus vite que les études prévoient. Donc nous arrivons par exemple à un taux de 70% d'équipement en smartphone. C'était plus que ce qu'avait calculé la NRT dans son cahier des charges pour les opérateurs télécoms lors de l'attribution de la 4G. Donc les Marocains sont des early adopters. Premier point. Deuxième point, on voit que là où on a un gros problème, c'est sur des critères fondamentaux concernant les télécoms, les infrastructures télécoms. Là, on a un vrai gros problème qui date d'il y a plusieurs années, qui est que nous n'avions pas prévu dès le départ la possibilité de mutualiser ces infrastructures. Et tous les problèmes que nous avons actuellement au niveau des infrastructures, de leur encombrement, de l'incapacité des opérateurs à suivre le mouvement 3G, 4G, 5G avec bientôt, le rythme, parce que ça nécessite des investissements colossaux en infrastructure. Malheureusement, chaque opérateur investit dans son coin. Il n'y a aucune possibilité de mutualisation, même si, après coup, le régulateur a instauré des règles d'accès de dégroupage entre les opérateurs ou autres, mais ces règles sont restées inopérantes, puisque, à l'origine, dès le départ, il fallait penser à cette mutualisation des infrastructures et des investissements qui permettent aux opérateurs de se concentrer sur les services et de ne plus se préoccuper des investissements sur les infrastructures. Donc nous avons actuellement ce vrai frein qui sont la non-mutualisation des infrastructures et qui se traduit par une insatisfaction des utilisateurs sur les débits, une insatisfaction des entreprises sur la capacité des tuyaux à transporter leurs services numériques, une incapacité d'installer des data centers
puisque le cloud computing est resté malheureusement sur un pays qui est carrefour entre l'Europe et d'une faiblesse extraordinaire. Tout ça est lié au fait que nous n'avons pas préparé la mutualisation des infrastructures au niveau réglementaire et au niveau législatif. Oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que le professeur a faite. Néanmoins, il faut quand même signaler qu'il y a une loi qui est en cours au Parlement même. Non, mais là, elle est vraiment en cours de discussion. Hein, donc, je suis optimiste pour que ça sorte très très rapidement, qui va justement permettre ce partage d'infrastructures et qui va permettre justement un investissement plus important. Il y a ça, il y a l'autre point qui est très important aussi. Il faut aussi signaler que nous avons aussi bientôt, ça va être mis en service, tout ce qui est mobile payments. Et ça, c'est important puisque la loi, elle est déjà passée. C'est la nouvelle loi, justement, 103/12, qui ouvre justement, donc la loi bancaire, qui ouvre cette possibilité et qui va pouvoir justement permettre aux start-up et grandes entreprises de développer énormément de services et d'applications sur le mobile banking. Donc tout est prêt. C'est le mobile banking et non le mobile payment, parce que aujourd'hui, pour le mobile banking, comme vous l'appelez, l'opérateur doit être adossé à une banque, finalement, pour proposer ce service aux consommateurs, aux clients. On ne parle pas de mobile payment encore au Maroc. Si. Mais si, justement. Si. Le projet, il est déjà prêt. Ça a été lancé donc, par la Banque mondiale, enfin la Banque du Maroc, avec l'ensemble des banques, et la NRT est partie prenante de ce projet-là, qui est techniquement prêt et qui va être lancé, je pense, dans les semaines qui viennent. Pourquoi je parle de tout ça? Je dis juste que demander à un gouvernement de faire son autocritique dans la configuration actuelle où la majorité gouvernementale est un petit peu précaire est quand même compliqué pour ne pas tomber dans l'angélisme. Faire confiance au rapport de la Cour des comptes, oui, à 400%. Donc la dette, mais juste pour revenir à ma question, est-ce que le niveau de la dette aujourd'hui est inquiétant? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Si on regarde les chiffres, nous sommes... Vous, en tant que spécialiste, bien naturellement, des risques au sein de l'Hermès. Oui et non. D'un point de vue de chiffres, stricto sensu, il n'est pas inquiétant. Lorsque nous voyons une dette publique à 82% du PIB, c'est une réalisation extrêmement encourageante et qui est très sensiblement au-dessus de beaucoup de pays qui nous dépassent sur tellement d'aspects. Mais la vraie question, c'est les 3000 points de base et 30% de plus que nous avons pris en termes de rapport entre la dette et le PIB sur quelques années. Dans quoi ont-ils été investis? Est-ce qu'ils ont été investis dans des équipements générateurs de valeur ajoutée? Est-ce qu'ils ont été investis dans une logique de paix et d'accalmie sociale, pour oser le terme? Est-ce qu'ils ont été mis à contribution à titre de mise en œuvre de programmes décidés il y a une quinzaine d'années et qui ne sont peut-être plus applicables dans le monde d'aujourd'hui? Pour répondre de manière très pragmatique à la question, 82% n'est pas un chiffre qui fait peur, mais ce qui fait réellement peur, c'est ce que nous avons investi, dans quoi il a servi. Donc la gestion des finances publiques. Et surtout, la jeunesse du projet. Pourquoi nous avons initié cet acte d'investissement? Est-ce que ça a été fait dans une logique économique ou dans une logique plus politique? Moi, malheureusement, j'opterai pour la deuxième option. J'y vois quand même pas mal de pendants politiques. C'est pour ça que j'ai fait une petite diatribe sur l'aspect politique en tout début de mon intervention, beaucoup plus que sur les aspects économiques. Donc, pour répondre très prosaïquement, 82%, c'est bien, ça peut facilement déraper et on peut facilement se faire rattraper par le poids de la dette, le service de la dette, si les investissements engagés n'ont pas vocation à générer de la valeur ajoutée, ce qui malheureusement peut être le cas dans certains investissements qu'on ne nommera pas, mais qui est quand même assez visible à l'œil nu. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la rationalité de la dépense publique. Dans des pays, par exemple, comme l'Asie du Sud-Est, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui ont reçu des fonds dans le cadre du plan Marshall. La différence entre ces pays-là et nous, c'est qu'eux, quand ils ont pris $1, il y avait une rentabilité de 15 en face. Et c'est ce qui est demandé à une... C'est-à-dire, quand on parle dépenses publiques, on ne parle pas d'un financement à fonds perdu. Au contraire, on est là en train de préparer des conditions positives, favorables, à ce que l'entreprise privée qui puisse avoir de l'infrastructure, qui puisse avoir un gros investissement qu'un entrepreneur ne peut pas faire tout seul, c'est la communauté qui le fait à sa place. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que nous avons des actes de dépenses publiques qui ne sont pas raisonnés, qui ne sont pas vérifiés, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une logique de statique.
c'est ce que voulait dire ça tout à l'heure, si j'interprète sa pensée. La statique, même en analyse économique, on considère qu'un système fonctionne selon un certain nombre de lois et d'interdépendances et que toutes choses étant égales par ailleurs, on va retrouver les mêmes résultats. Ce n'est pas vrai. Quand on est dans la dynamique, on est devant des acteurs qui ont des ambitions, qui ont des anticipations rationnelles. Et c'est des gens en face desquels il faut prévoir un peu l'évolution. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu un taux de croissance de 4%, 4,5%, parce que l'agriculture a joué un rôle. Mais demain, si on est dans une situation de sécheresse totale, avec une dépendance vis-à-vis de la pluviométrie et du secteur agricole, ça veut dire qu'on aura une croissance négative. Notre modèle s'essouffle. C'est le modèle qui va partir. D'où le concept d'un modèle qui s'essouffle, c'est ça. L'offre exportable marocaine, elle n'a jamais pu se stabiliser sur un choix pour pouvoir travailler, si vous voulez, le sillon qu'on avait creusé. Nous ne cessons de louer les nouveaux métiers, l'automobile, l'aéronautique, qui ont même dépassé dans Mais nous ne sommes que sur un segment, Khadija. On est sur un segment de l'aéronautique, on est sur un segment de l'automobile. Est-ce que ça ne fait pas de nous un acteur dans la chaîne de valeur mondiale ou pas ? On est acteur dans la chaîne de valeur, mais nous n'oublions pas, on est dans la sous-traitance à l'international. C'est une logique d'économie monde qui fonctionne ainsi. Et qui, voilà. Primo, absolument. Et il y a aussi la notion de part de marché. De part de marché. Oui, à notre échelle, nous voyons que ça se développe, mais finalement, il faut rapporter ça. Nous le faisons grâce à Bombardier, parce que Bombardier, il a une stratégie à l'international. Il est en train de chercher dans une logique de coût, là où il peut faire le meilleur rendement. Peugeot, Renault, etc., c'est la même logique. Mais ne l'oublions pas, ce n'est pas une dynamique qui est immanente à l'économie marocaine. Elle est importée et nous nous insérons de manière intelligente dans cette nouvelle division du travail. Donc, si on le fait, il faut qu'on maintienne les autres indicateurs de la dynamique dont on est en train de parler. Alors si on se situe, on va se satisfaire de dire on a les meilleurs fondamentaux macroéconomiques et demain ça va être la même chose, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'aura que des problèmes. Autre chose, nous avons des investissements qui sont très peu créateurs d'emplois, très peu créateurs de croissance. De valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée hors agriculture, elle n'a jamais dépassé 2%. Oui. Mais ça reste problématique. Alors, si on veut créer de l'emploi, c'est-à-dire 200 000 emplois par an, 300 000 emplois par an, il faut un taux de croissance de 7-8%, et qui est très, très, très loin, si on est réaliste, du potentiel que nous avons aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je pense que, comme son titre l'indique, c'est un ministre de l'économie et des finances. Finance, s'entend finance publique, donc les recettes de l'État, les dépenses de l'État. Jusque-là, ça va. Mais ministre de l'économie, je pense qu'il va falloir que le Benchaboun se mette en tête qu'il doit activer des leviers. Qui dit économie dit politique économique. Et très souvent, on oublie souvent que le ministre des Finances, de par sa fonction, contrôle 3 grandes directions, méga directions. Il y a la direction générale des impôts, le fisc, la fiscalité dont vous parliez. Il y a une autre grande direction qui s'appelle la direction des domaines, le domaine de l'État. Et qui dit domaine de l'État dit foncier. Et qui dit foncier, eh bien, on sait aujourd'hui que le foncier, c'est le nerf de la guerre pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui, justement. Et l'État, le gouvernement marocain, a lancé il y a 2 ans toute une étude. D'ailleurs, les fonds du MCC, du Millennium Challenge Corporation, il y a une grosse partie qui va vers le foncier, c'est-à-dire comment activer le foncier pour l'investissement. Okay, oui. Et la 3e méga direction aussi, c'est la direction des douanes. Donc, ce sont 3 leviers pour l'entreprise et pour l'investissement que le ministre des Finances contrôle de par ses fonctions et de par le périmètre de son action. Mais il y a une transversalité entre ces 3 départements, vu qu'ils sont... Il y a une transversalité de la vision. Il y a une souveraineté, du moins. Oui. Il y a une grande souveraineté. On parle de transversalité de programme et de vision. Moi, je pense, justement, s'il devait y avoir une touche du ministre, c'est justement se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne contrôle pas des directions, une direction des impôts pour collecter l'impôt, une direction des douanes pour collecter des recettes douanières et une direction des domaines pour préserver le domaine de l'État, mais réellement de
percevoir et concevoir ces directions opérationnelles comme étant des leviers pour la politique économique avec sa casquette de directeur de ministre de l'économie et des finances. Voilà, c'est surtout ça. Hicham Ben Saïd Alaoui. Moi, je pense que, pour répondre également à la question, si Ben Chaboun a pour lui beaucoup d'atouts. Déjà, il a une compétence académique reconnue. Dans la continuité de son prédécesseur, d'ailleurs, à titre de pure anecdote, ils sont nés à quelques jours d'intervalle, qu'on retrouve la même maturité qui fait que c'est un peu le climax, comme diraient les Anglais, d'une carrière, où c'est la synthèse de compétences acquises ici et là. Deuxième point fort, très important pour lui, c'est sa connaissance très marquée des préoccupations des Marocains. Parce que ne serait-ce que par son passage à l'ANRT, mais également à la banque. L'ANRT, avec le taux de pénétration du mobile, c'est une problématique majeure pour les Marocains. Donc lui, il devait être au cœur de ce qu'attendaient les Marocains en termes de prix, de plans tarifaires et autres pour pouvoir y répondre. Pareil au niveau de la banque qu'il dirigeait il y a quelques jours, qui est présente dans beaucoup de villages où il n'y a pas des institutions, par exemple, de l'État, où il y a des représentants de cette banque. Donc lui, il connaît, en théorie du moins, au plus profond des contraintes dans les petits villages, dans les petites villes, dans les petits quartiers, etc., dans leurs moindres détails. Et d'ailleurs, moi j'ai senti une rupture avec le passé par une phrase qu'il a dite incidemment, qui a l'air de rien, mais qui pour moi est très importante. Il y a une coupure avec une lecture un peu démagogique de la situation des entreprises, où beaucoup de représentants politiques disaient les banques ne prêtent pas suffisamment, c'est un problème de banque, il n'y a pas un problème de gouvernance, il n'y a pas un problème au niveau du modèle économique, il n'y a pas de problème. S'il y a des délais de paiement qui s'allongent et qui atteignent des niveaux choquants, c'est à cause des banques qui ne prêtent pas. Lui, il a remis, comme dirait Manuel Valls, l'entreprise au centre du débat. Il a dit, nous allons aider l'entreprise à se structurer, passer de l'informel au formel, mettre en place des garanties pour être éligible au financement. Donc quelque part, il parle comme un banquier qui devrait justifier d'un refus de crédit, un particulier pour lui dire « aide-toi, le CIED t'aidera ». Là, en s'adressant aux entreprises, parce que tout à l'heure, on parlait de déni de réalité. Ce n'est pas de ma faute, c'est celle des banques. Ce n'est pas ma faute, il n'a pas plu. Ce n'est pas ma faute, c'est la conjoncture. Là, si les entreprises commencent à dire bah, « c'est d'abord ma faute », et ensuite la faute des autres, et on peut vous aider. À ce que les banques vous prêtent davantage? Est-ce que il y a déjà un projet de partenariat public-privé pour le financement, justement. Ça commence par là. Et il y a cette question de délai de paiement qui a été même soulevée par le souverain dans le discours du 20 août dernier, et qui pose un peu, on va dire, qui pose la base un peu, qui trace un peu comment Mohamed Ben Chaboun entamera sa fonction à la tête de ce ministère. Non comme banquier, mais comme... Je pense qu'il a pris les choses par le bon bout, en n'occultant pas la responsabilité des entreprises. Aidez-vous, structurez-vous, et derrière les délais de paiement qu'on pourrait, à titre de métaphore, comparer à de la fièvre. S'il y a des délais de paiement qui sont longs, il y a un problème. Mais la fièvre peut être une simple fièvre, peut être un rhume, peut être un cancer, on n'en sait rien. Il faudrait diagnostiquer, aller plus en profondeur. Si je prends que le côté agriculture, on parle au total d'un 3,5% de taux de croissance, mais on parle de moins, tenez-vous bien, on projette dans notre loi de finances un taux de croissance négatif de moins 1,3% de l'agriculture. C'est-à-dire que dans nos prévisions, dans nos objectifs, on se dit, bon, l'agriculture cette année, elle va reculer. Donc je vais travailler pour qu'elle recule. Voilà. Donc, alors que normalement, je mets un taux de croissance, je le fixe un peu de manière ambitieuse, et j'œuvre, j'investis, je mobilise pour réaliser ce taux de croissance. C'est pas possible que... Est-ce que ce n'est pas parce que, historiquement, au Maroc, on n'a jamais eu 3 bonnes années consécutives, 3 bonnes années agricoles, au moins 2, c'est bon, mais une troisième, il y a toujours cette année-là, c'est une aberration parce que l'année était bonne. On a eu de la pluie assez tôt. Hein. Les spéculations changent, la physionomie de la production agricole a changé. On ne peut pas dépendre de la pluviométrie. C'est toujours le cas. Ça fait 10 ans que le plan Maroc vert est déployé. Il a donné des résultats, il ne faut pas les nier. Mais ce n'est pas suffisant, je dirais, par rapport à tout ce qui est investi en termes d'ambition. Et en termes, lorsque je dis 70 millions de cantos, la moyenne de 60 millions de cantos, on parle toujours des 60 et aujourd'hui on parle de 70 après tant d'efforts d'investissement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je n'osais pas dire le mot gouvernance, il y a un problème de gouvernance. Il faut le dire parce qu'il faut prendre les choses. Qu'est-ce que nous voulons? Il faut fixer des objectifs et travailler pour les atteindre et non pas dire ouais, on va faire ça et on va accommoder les comptes en conséquence. Non, c'est pas comme ça. Vous avez évoqué la classe moyenne rurale. Moi, je vous dis, il faut évoquer la classe moyenne globale au Maroc. La classe moyenne est en train d'être compressée. Ça fait depuis 2012, on n'a pas touché aux revenus
de la classe moyenne, bien au contraire. Donc on a augmenté, le coût de la vie a augmenté. Il n'y a rien pour atténuer la charge de la classe moyenne. La classe moyenne, aujourd'hui, paye pour l'éducation, paye pour la santé, paye pour la sécurité, paye pour le logement, et on va lui dire, tiens, tu épargnes toute ta vie pour acheter une maison, lorsque tu vas la vendre, une fois pour changer, il faut que tu payes un minimum de 3%. Arrêtez, c'est une pauvre classe moyenne, il faut l'aider, c'est le moteur de l'économie, hein. C'est le bouclier de la sécurité sociale dans tous les pays, et notre pays en a besoin, surtout en ce moment. Je reviens à l'agriculture et puis à cette question d'investissement. Ce point-là, justement, qui a été évoqué par le professeur Mazeuz, vraiment, c'est une aberration dans ce projet de loi de finances. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, aujourd'hui, connaît une vraie crise. Il connaît une vraie crise. Et on est en train, aujourd'hui, d'augmenter la pression fiscale sur ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a une crise. Il faut savoir que les statistiques de la consommation de ciment, jamais le Maroc n'a connu, dans son histoire, depuis 1912, n'a enregistré 5 années consécutives de baisse de la consommation de ciment, qui est un indicateur révélateur. On est aujourd'hui dans une situation vraiment catastrophique dans le secteur de l'immobilier, à cause de plusieurs facteurs, notamment la question de la pression fiscale sur ce secteur-là, direct et indirect, parce qu'il est soumis à des impôts directs, et il est soumis aussi à une pression sous forme de ce qu'on appelle la parafiscalité, qui prélève beaucoup d'argent de ce secteur-là, ce que fait aujourd'hui ce secteur qui engendre et qui draine dans les 47% de l'investissement au Maroc. 47%, on est en train de le tuer indirectement à travers cette pression fiscale continue. Il y a toujours eu une réaction du patronat, souvent virulente, notamment en ce qui concerne la fiscalité. Comment a réagi le patronat à cette annonce de PLF, Mohamed Hadid ? Oui, effectivement, je pense que, déjà par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que le budget s'inscrit dans la continuité. Il n'y a rien réellement de particulier. Si ce n'est ce caractère social un petit peu mis en avant et ce point sur la privatisation. Mais globalement, on est dans une structure du budget comparable à ce que nous avons eu par le passé, avec effectivement des recettes fiscales qui continuent à représenter 90% des recettes ordinaires de l'État. Donc la fiscalité reste la source principale de financement du budget de l'État. Et effectivement, on revient même en arrière à des choses faites en 2012-2013, à savoir l'appel à l'action solidaire et sociale des entreprises avec la mise en place de la contribution sociale de solidarité. Qui représente, on le rappelle, 2,5% pour les entreprises que les entreprises dont le bénéfice dépasse 40 millions de dirhams, donc avec une recette attendue de 2 milliards. Donc en fait, par rapport à ça, je pense que nous n'avons pas de choses exceptionnelles. Donc en fait, c'est un budget qui s'inscrit donc dans la continuité. C'est juste pour répondre à la question première. Maintenant, par rapport à la réaction du patronat, comme vous l'avez effectivement précisé, la CGM, chaque année, propose un certain nombre donc, de mesures, discute avec le gouvernement. L'objectif principal étant de créer les conditions les plus optimales pour la compétitivité donc, des entreprises. C'est ça l'objectif principal. Et effectivement, cette année, on peut dire qu'il y a moins, je dirais, de propositions, moins de demandes. Et ça, il se justifie principalement par le contexte général dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comment vous le définiriez, ce contexte il y a une pression sociale qui est quand même importante. Et sur le plan fiscal, nous avons aussi l'Union européenne qui pose un certain nombre de conditions et qui reproche au système fiscal marocain un certain nombre de dispositions qu'il va falloir donc, amender. Mais tout cela n'est pas, je dirais, n'est pas la cause principale aussi, parce que nous voulons en réalité, au niveau du patronat et au niveau de la CGM, beaucoup plus de visibilité que de changements et de modifications chaque année. Donc c'est pour cela qu'on ne veut pas non plus être la source
de beaucoup de dispositions qui finalement se traduisent par des variations importantes qui créent donc un manque de visibilité pour les opérateurs. Mais est-ce que quand on parle de continuité, la visibilité n'est-elle pas meilleure? Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. La première aujourd'hui, c'est l'accès au marché. Donc il a parlé des marchés publics, mais moi je pense quand vous êtes une entreprise il a parlé des marchés publics pendant que nous n'étions pas en fait pendant la pause. Alors justement, on fait réagir Maroc PME. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui aux auto-entrepreneurs pour les encourager, motiver, les inspirer même à se lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat? Alors, je reviens à l'idée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que Maroc PME, en tant que secrétaire donc, du Comité national de l'auto-entrepreneur, il a cette mission donc, de coordonner les différentes actions émises par des uns et des autres. Nous avons proposé à intégrer expressément l'auto-entrepreneur dans le cadre de la commande publique. Ça permettrait aux auto-entrepreneurs de quand même d'accéder à une partie des bons de commande qui est publiée par les collectivités locales, les organismes publics, les administrations publiques. Mais je reviens à cette question du financement. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a pas mal de banques qui ont lancé des actions de financement à petite échelle, au profit des auto-entrepreneurs. Donc, c'est des facilités de caisse. Il y a pas mal d'organismes également qui ont des offres de prêts d'honneur pour le compte des auto-entrepreneurs. Ce que nous essayons de faire au niveau de Maroc PME, c'est d'abord de travailler avec les auto-entrepreneurs à renforcer leur business plan. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en termes d'accompagnement entrepreneurial pour permettre à ces gens-là de défendre leurs projets devant les organismes de financement. Donc, chose qui est quand même... Il y a des équipes dédiées pour cela? Oui, nous avons... Sur les régions? Ou c'est centralisé? Non, en fait, on a mis en place un réseau national de conseillers en auto-entrepreneuriat ou bien en entrepreneuriat d'une manière générale qui travaillent. Enfin, pour peut-être des futurs auto-entrepreneurs qui nous regardent. C'est des profils qui ont été sélectionnés, identifiés par Maroc PME et donc qui ont été référencés sur un cahier de charges qui sont disponibles. Donc, nous avons la base de données et ils sont mobilisables en fonction des besoins des partenaires régionaux et locaux. Nous avons à date d'aujourd'hui donc un bon bilan d'actions d'accompagnement. On a même des personnes, des auto-entrepreneurs qui ont accédé à des financements grâce à l'accompagnement Maroc PME. Plus que ça, Maroc PME aujourd'hui, il a essayé d'amorcer une dynamique entrepreneuriale dans les régions où on a identifié donc des projets, des initiatives structurantes visant notamment à intégrer les auto-entrepreneurs dans la chaîne de valeur nationale et locale, ou tout autre type d'initiative visant à l'inclusion financière, économique et technologique des auto-entrepreneurs. À date d'aujourd'hui, nous avons identifié et mobilisé plus de 100 agrégateurs d'auto-entrepreneurs, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises de services, des associations ou des organisations encadrant et accompagnant les auto-entrepreneurs. Alors, je me tourne encore une fois vers Zakaria Fahim. Alors, vous êtes président de la commission TPE-PME, grandes entreprises et auto-entrepreneurs au sein de la CGEM. Est-ce que le statut de la CGEM permet, puisqu'on parle d'intégration, d'intégrer les auto-entrepreneurs au sein de cette représentativité, en tout cas, qu'on connaît de personnes morales et d'entités moyennes et grandes? Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois donc, dans l'histoire de la CGEM qu'il y a une commission qui va traiter du sujet d'auto-entrepreneur. Donc, c'est une première. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de travailler un peu sous forme d'associations. On va connecter aujourd'hui des entrepreneurs dans des associations et avoir plutôt... Mais elles existent déjà, ces associations que vous évoquiez en début d'émission. Quand je disais ça, que les associations, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui travaillent, donc peut-être que Maroc PME a déjà cartographié, mais peut-être n'a pas tout cartographié. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu, à l'instar de ce que nous avons dans les autres métiers, une fédération des auto-entrepreneurs qui sera membre du patronat. Donc là, il y a une réflexion pour que la voix soit portée par la fédération et qu'ils gardent aujourd'hui, je dirais, un espace à eux pour pouvoir travailler. Et c'est un peu comme ça qu'on a collaboré avec des organisations qui sont en train de monter en puissance pour permettre, parce que l'idée derrière, c'est de profiter des services de la CGEM sans obligatoirement avoir une cotisation à payer pour l'auto-entrepreneur qui démarre. Donc on veut aujourd'hui être beaucoup plus dans l'apport du service. À travers Quel genre de service, par exemple, peut offrir aujourd'hui la CGEM aux auto-entrepreneurs? Une des premières choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, c'est donner un accès aujourd'hui
à travers donc, la plateforme Internet de la CGM, des accès marchés, c'est-à-dire de faire des appels pour dire aujourd'hui, moi, auto-entrepreneur, ce dont j'ai besoin, c'est effectivement pouvoir travailler parce que j'ai une compétence. Ben, on va pouvoir faire, nous en tant que commission, on va inviter, et donc ça sera par région, parce qu'il ne faut pas oublier, ça a été rappelé, la force aujourd'hui d'un auto-entrepreneur, c'est sa capacité d'être agile et de la proximité. Parce que souvent, quand vous allez, parfois vous voulez changer une ampoule dans un étage, on appelle une entreprise, pour se déplacer, elle vous coûte 300 dirhams plus 200. Ben, lui, il est à côté, il va vous coûter peut-être 100 dirhams. Donc tout le monde est content. Donc l'idée, c'est effectivement de passer par une organisation donc, du type fédération. Donc là, la réflexion est en cours pour qu'on fasse que ça soit... La réflexion, excusez-moi encore une fois de vous interrompre, la réflexion est menée en concordance avec la Maroc PME ou c'est juste au niveau de la CGM? La CGM, parce que là c'est statutaire, donc pour voir aujourd'hui comment on peut leur donner des services sans leur demander une cotisation, parce qu'aujourd'hui c'est une population qu'on veut accompagner, donc on est en train de voir les différents services. Le premier sur lequel on veut travailler, c'est l'accès au marché, et donc inviter donc, nos membres à proposer donc, des marchés, leur donner des services notamment de veille, puisqu'on a développé des outils de veille, donc on a développé toute une batterie aujourd'hui de sujets, notamment digitaux sur le mobile, leur offrir tous ces services. Et bien sûr, après ceux qui vont, parce qu'il ne faut pas oublier que la première phase de l'auto-entrepreneur, c'est cette partie accompagnement. On veut garder l'idée que dès qu'on rentre dans la CGM, il y a un minimum de cotisation. Donc là, on est en train de réfléchir sur ce minimum de cotisation, mais le fait de passer par la fédération, ça n'oblige pas l'auto-entrepreneur à venir cotiser immédiatement. Donc il peut attendre soit d'évoluer, soit d'avoir son statut. Quels sont selon vous, Fouad Zaidi, les mécanismes à déclencher sur le court terme pour activer ce statut de l'entrepreneur qui est salvateur finalement pour cette jeunesse marocaine? Premièrement, c'est vers une digitalisation davantage. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Zakaria Fahmi sur cette possibilité de mettre à la disposition de nos auto-entrepreneurs un outil complètement digital, de bout en bout. Et nous sommes en train de travailler au niveau de Post-Maroc avec l'ensemble, bien sûr, de nos partenaires pour qu'on réussisse cette tâche. Je pense que ça, c'est le premier, disons, objectif à court terme. Le deuxième objectif, c'est Post-Maroc maintenant détient vraiment un registre important, fiable, parce que nous avons des adresses des auto-entrepreneurs, des adresses e-mail, leur numéro de téléphone, ainsi de suite. Bien sûr, sous réserve du respect total de la réglementation et de la protection des données personnelles, cette base de données doit être effectivement échangée avec l'ensemble des partenaires qui vont apporter de la valeur à ces auto-entrepreneurs dans une perspective de marketplace pour qu'on puisse effectivement avancer avec notamment le secteur privé et le secteur public également. Et je terminerai avec cette citation de Winston Churchill: le succès, c'est pouvoir d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.